Bonjour tout le monde et merci d'être là. Et oui, alors pour certains, la musique peut faire peur, mais au moins comme ça, on est sûr qu'à peu près tout le monde est réveillé au début de notre live. Merci à tous, donc j'espère que vous avez passé tous d'excellentes périodes de vacances. C'est le cas pour nous aussi, et on revient chargé à bloc, avec chargé de plein de bonnes nouvelles et plein de nouveautés. Aujourd'hui, un petit live, ça va pas être de la démo, ça va pas être du code. Par contre, ça nous tenait à cœur vraiment de présenter les petites nouveautés qu'on a autour de notre offre Public Cloud et autour des bases de données. Aujourd'hui, je suis accompagné par nos deux experts, non pas et pas des moindres. J'ai Stéphane Lignol qui est à côté de moi. Donc Stéphane, bonjour à tous, Stéphane Lignol, donc je suis solution architecte sur un certain nombre de produits chez OVH, notamment toutes les solutions cloud natives, data et database de services, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et avec nous aussi, on a Bastien Bellion. Donc Bastien, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous. Du coup, moi je fais partie de l'équipe Cloud Database en qualité de Tech Lead. L'équipe Cloud Database qui design, développe et produit, qui met en production et maintient les produits Cloud Database sur OVH Cloud. Et du coup, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui nos nouveautés qui arrivent. Excellent, c'est vrai qu'on en a quelques-unes sous la bannière, sous la bagnette, sous le bras, enfin bon, peu importe. Et on va commencer, Stéphane, on a peut-être des choses déjà qui concernent notre interface manager côté base de données. Donc du coup, je vais te donner l'écran, je te laisse présenter. Avant de rentrer peut-être dans le manager, juste faire un petit topo sur notre portfolio de database, notamment au niveau des remontées qu'on a eues des communautés de développeurs, pour vous présenter les nouveaux solutions qu'on a introduites pour les environnements de développement qui vont être adaptés sur des pricing qui vont être beaucoup plus accessibles. Donc si je vais sur la page de tarification, vous allez voir que maintenant nous avons dans le volet database des nouvelles instances qui se veulent être vraiment plus accessibles. Je vais vous mettre, pour que ce soit plus explicite peut-être, une tarification mensuelle. Donc un lot de nouvelles instances pour vraiment, on a descendu les... Exactement, le but qu'on avait, c'était de pouvoir proposer avec des prix planchers, des solutions pour des environnements de dev, faire des tests. Faire des petits tests, ok. Voilà, donc c'était une des remontées qu'on avait eues, qu'on a pris en compte. Donc du coup, aujourd'hui, quand vous regardez dans quasiment l'intégralité du portfolio, vous avez des nouvelles instances avec des sizings qui sont un petit peu plus réduits, notamment au niveau de la mémoire, mais qui nous permet d'avoir des prix bien plus accessibles justement pour pouvoir faire des tests, quels qu'ils soient, ou avoir un premier environnement de développement accessible. Donc je vous laisserai regarder sur la page des tarifications, mais vous allez voir qu'on retrouve tout ce sizing avec notamment une mémoire qui va être un petit peu plus réduite, afin d'optimiser les coûts, qui va nous permettre du coup d'avoir des nouvelles offres au niveau tarifaire bien plus accessibles. Et donc ça concerne tous les moteurs qu'on propose, tous les moteurs de base de données qui sont accessibles. Quasiment, oui. Je vous laisserai aller voir, vous allez voir, il y a un certain nombre de trucs qui sont disponibles, notamment on va se retrouver avec des instances avec des tailles mémoire un peu plus réduites, mais qui permettront de fonctionner un service de manière complètement similaire au reste de l'offre qu'on a, avec les mêmes engagements, mais avec des prix plus accessibles. Très bien, donc tout est résumé sur la page que vous avez vu certainement passer dans le lien, donc la Public Cloud Prices. Voilà, merci à notre excellente régie. Et donc pour en revenir à la partie manager, effectivement, sur la partie manager, on a simplifié le process. Donc quand vous allez sur l'interface, que vous sélectionnez une base de données, maintenant vous allez retrouver l'intégralité des options qui sont accessibles. Si je vais créer un nouveau service par exemple. Voilà, donc pour rappel, pour ceux qui seraient là, qui seraient déjà clients chez nous, qui auraient déjà eu à souscrire une base de données chez nous, en fait c'est vrai qu'on avait un ensemble à l'origine. Pour rappel, on passait d'une option à l'autre entre le choix du moteur, le type de VM, etc., pour arriver à la fin, avoir une synthèse tout à la fin. Donc du coup, quelques nouveautés aujourd'hui. Voilà, l'optimisation qu'on a voulu intégrer dans le manager, du coup, c'est d'avoir un petit volet sur la droite de l'écran, là où vous avez votre order, avec l'ensemble des options qui sont reprises, et vous pouvez les sélectionner indépendamment les unes des autres. Par exemple, passer à Essential, on va choisir une région, Francfort par exemple, un template particulier. Si vous voulez revoir, par exemple, la localisation, on va rebasculer sur London. Toutes les modifications sont directement prises en compte dans votre order. On retrouve, du coup, sur la partie order, un récapitulatif de la configuration qu'on vient de sélectionner. On a toujours accès
Ah oui, au bloc API. Bloc API dans le cas où vous voulez automatiser ce déploiement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Order pour lancer la commande comme on le faisait précédemment. D'accord, c'est vrai que c'est, pour avoir utilisé, c'est vrai que c'est vraiment une vue synthétique très pratique et surtout le petit côté dynamique de pouvoir changer à la volée, d'avoir à la fois les informations de la configuration qu'on veut avoir et potentiellement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout de suite une idée du prix que ça va coûter, donc avec le calcul du prix automatique. Ça, c'est quand même très pratique. Donc voilà. Dans le reste des nouveautés qu'on a intégrées aussi dans le manager, une fonctionnalité qui est assez intéressante qui va vous permettre de définir les fenêtres de maintenance ou les fenêtres de backup que vous voulez mettre en place sur vos bases de données. C'est vrai qu'à un moment, sur un des premiers lives qu'on avait fait, j'avais pas tout à fait vraiment très bien compris cette notion de plage de backup et plage de maintenance. Donc j'avais dit des erreurs sur un premier live. Et du coup, là, je suis content que tu sois là, que tu vas pouvoir nous expliquer maintenant que la nouveauté, ça va certainement... Je vais vous faire voir ça directement avec un cas concret. On va basculer par exemple sur une instance Postgre. Donc là, ce que vous allez retrouver de nouveau, c'est que maintenant, les champs maintenance time et backup time sont modifiables et vous pouvez les paramétrer tels que vous le souhaitez. Imaginons qu'on veut planifier la maintenance sur... je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus tardif que ce qui vous est proposé par défaut. Dans ce cas-là, on va le mettre à 2h UTC time, 2h48 ou 2h tout rond. Donc ça, c'est l'heure qui correspond à l'heure actuelle, au moment où je tape... Alors ça, c'est l'heure UTC time. Vous avez aussi juste en dessous le local time qui va vous convertir par rapport à l'horaire du fuseau horaire dans lequel vous êtes avec votre browser. Vous validez. Et du coup, si on peut expliquer la différence, justement, ce qui va être fait, la différence entre la plage de maintenance et la plage de backup. Moi, bêtement, je peux dire, tiens, je vais faire mon backup pendant la plage de maintenance. Alors, la plage de maintenance, c'est ce qui va nous permettre à nos équipes opérationnelles, les équipes de Bastien notamment, d'intervenir sur la plateforme et de pouvoir faire, par exemple, de lancer des mises à jour ou des interventions qui soient nécessaires. La fenêtre de backup, c'est celle qu'on va utiliser pour définir le créneau horaire sur lequel on veut lancer la sauvegarde de l'instance en cours. Donc si je reprends par exemple une autre base, on va passer sur du Mongo par exemple, j'ai un cluster. Si je veux modifier le backup time, par exemple je veux, pour des questions peut-être de cohérence, être sûr que mon backup soit fait avant toute intervention possible, je vais essayer de le mettre un petit peu plus tôt. Je vais le mettre à 23h, donc là ça fait 1 heure avant, je lance mon backup avant la fenêtre de maintenance. Ah, et puis les backups après qu'on retrouvera effectivement dans l'onglet une fois qu'ils seront faits. Exactement. Okay. Donc maintenant vous avez cette souplesse véritablement de définir quels seront, en fonction des contraintes de production que vous pouvez avoir sur vos environnements, ou être sûr d'être dans des créneaux où vous n'intervenez pas sur la plateforme, de pouvoir lancer ces opérations-là avec la garantie qu'il n'y aura pas d'impact potentiel sur la performance ou l'accès à votre base, quoi. Dans les autres fonctionnalités aussi qu'on va voir, c'est tout ce qui va être Unify URL. Et je pense que Bastien va pouvoir nous rentrer un peu dans le détail de cette nouvelle fonctionnalité. Juste voir au niveau des... Si vous avez des questions sur cette partie-là déjà ou des commentaires, n'hésitez pas. On va en profiter que nos experts soient là, que Stéphane soit là pour y répondre. Et on a 2 questions sur les backups. Déjà, la première question, où sont-ils stockés ? Alors, les backups sont stockés, ça dépend en fait de l'engine. Par exemple, sur MongoDB, ça va être dans une région distante. Si votre service est à Gravelines, par exemple, par défaut, ça sera stocké à Strasbourg. Et tout le reste sera stocké à Gravelines. Faut savoir qu'en fait, dans la page de backup, pour chacun des backups, vous avez l'information de où est stocké votre backup pour ce backup précis. Pour une raison X ou Y, il y a des changements dans la région de backup. Vous verrez la différence entre un backup qui a été fait avant le changement et après, grâce à cette information-là de la région dans laquelle est fait le backup. Ok, le backup, donc évidemment pas dans la même région que sa source. Exactement. Donc ça, c'était pour MongoDB. Pour les autres engines, malheureusement, c'est fait dans la même région. On travaille pour que ça soit fait, bien sûr, dans une autre région parce que c'est beaucoup plus cohérent. Et j'espère pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus plus tard. Voilà. Et du coup, dans ce cas de figure-là, la question suivante est complètement pertinente. Peut-on les télécharger en local ?
Aujourd'hui, on ne propose pas de télécharger les backups pour une raison simple, c'est qu'ils sont chiffrés. On fait le backup, on chiffre et après on stocke dans notre object storage. Donc vous comprenez bien que il n'y a pas de moyen simple de faire en sorte de mettre à disposition les backups vu qu'ils sont chiffrés. Et le seul moment où ils sont déchiffrés, c'est quand on fait un restore et on veut pas accéder à cette donnée autrement qu'au moment où vous commandez un restore. Ça, c'est des backups qui sont utilisés pour nos équipes d'un point Voilà, de vue opérationnel. D'un point de vue opérationnel. Il y a toute la dimension sécurité à prendre en compte. Exactement. Mais rien n'empêche les utilisateurs de faire leur propre backup, Exactement. un dump classique. Exactement. Donc, par exemple, pour MongoDB, vous allez avoir des utilitaires comme MongoDump. Pour PostgreSQL, pgdump, etc. Donc, vous pouvez regarder un peu en ligne. Vous trouverez assez facilement de quoi faire vos propres backups, sachant qu'encore une fois, pour toutes les offres, il y aura des backups faits par OVH Cloud et qui seront sauvegardés. Et dans le cas où vous voulez restaurer du coup un backup sur la base de ceux qui sont faits par OVH, il y a juste au niveau de l'interface, vous allez directement dans l'onglet backup et vous faites un fork de votre instance qui va dérouler, je dirais, la restauration sur une nouvelle instance, du coup, toute la base de données. Exactement. Ouais. C'est passionnant de vous avoir parce qu'en fait, sur une question, on peut après dérouler sur plusieurs heures de discussion. Merci. On va rester sur du MongoDB parce que justement, Bastien, tu avais des choses à nous dire à ce sujet. Et merci Tanger42 du coup pour tes questions. J'espère que ça. Il y a une autre question du coup. Et si on pouvait fournir sa propre clé de chiffrement? Alors après, dans la partie base de données, il y a la partie manager qu'on aime bien. Donc en fait, on manage. Après, si vraiment Titi, tu veux gérer toi aussi des backups avec le chiffrement, on va peut-être sortir du modèle manager. Après, je ne sais pas si techniquement ça serait faisable. Ça pourrait être une option, mais techniquement aujourd'hui, c'est pas dans notre roadmap. Après, c'est toujours quelque chose qu'on peut considérer s'il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas de souci. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. On a eu des demandes sur les petites instances. On a prodé les petites instances. Après, pour un seul client, c'est quand même compliqué de justifier des développements tels que ça. Mais il ne faut pas hésiter à nous contacter sur le Discord. On prendra bien sûr en considération. Mais en creusant, l'idée est bonne. Exactement. Ouais. Du coup, les MongoDB Unified URL. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les URI de connexion pour nos clusters MongoDB, comment ça fonctionnait? On va aller dans la doc MongoDB, ils ont un très bon exemple. Si on descend un peu, hop, on va y arriver. Non, je l'ai descendu un peu trop bas. Ils ont beaucoup de docs. Ils ont beaucoup de docs, oui. Donc voilà, typiquement aujourd'hui, quand vous voulez vous connecter à votre MongoDB, vous utilisez une URI de ce type-là. Donc pour chaque nœud, vous allez avoir une entrée dans votre URI de connexion. Donc db0.exemple.com. Donc pour nous, ça serait node1-votre cluster ID database.ovhcloud.net. Tous les nœuds l'un à la suite de l'autre, d'accord. En fait, toute la composition de ton cluster était détaillée dans ton URI de connexion. Ouais. Alors ça pose plusieurs problèmes. Déjà, c'est pas super propre. Enfin, on se retrouve avec des URI à rallonge. Dès que vous ajoutez un nœud ou vous en supprimez un, il faut aller dans la configuration de vos applications pour mettre à jour l'URI, sinon il risque potentiellement d'y avoir des problèmes. Donc on a mis quelque chose en place, c'est ce qui s'appelle l'Unified URI, donc c'est une fonctionnalité que propose MongoDB. Et cette fonctionnalité-là, qu'est-ce qu'elle permet? C'est d'avoir une URI toute simple, juste, on va retourner ici. Qui adresse le service, peu importe le nombre de nœuds. Exactement. Donc vous allez le retrouver ici, donc là au service, vous allez avoir MongoDB, donc la fonction actuelle qui va continuer à fonctionner. Il n'y a pas on déprécie pas cette fonction-là de fonctionner, ça continuera à fonctionner rétrocompatible. Exactement. Et du coup, MongoDB SRV qui elle va proposer une URI beaucoup plus simplifiée. Donc là malheureusement on la voit pas. Est-ce que si tu la copies, tu la colles dans un nouvel onglet, on va le voir son contenu. Ouais. Donc ici, si on colle ici, on a juste MongoDB-l'ID du cluster et .databasecloud.net, OVHnet. Donc là, en fait, ça permet de, si vous ajoutez un nœud, si vous en supprimez un, peu importe ce que vous faites avec votre cluster, tant que ça reste bien sûr le même service, les modifications en termes de topologie de service sera automatiquement
importer grâce à cette URI-là. Question comme ça qui me vient, c'est quel que soit le plan qu'on ait choisi sur Mongo. Quel que soit le plan. Donc si vous êtes en Essential, que vous passez en Business, pareil, ça fonctionnera pareil. D'accord. Vous n'aurez pas à changer vos configurations dans vos applications pour que votre application puisse continuer à se connecter à votre service. Donc voilà à propos des URI. Quelques annonces des choses qui vont arriver chez MongoDB et chez les autres engines. On a également reçu beaucoup de demandes sur des options de disques plus gros. Ah oui. Aujourd'hui, on est un peu, en tout cas sur MongoDB, on est un peu à l'étroit sur certaines flavors, pardon. Et ça, c'est notamment dû qu'on utilise les disques locaux. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une technologie de disque distant, donc quelque chose qui existe déjà sur le cloud VH pour vos instances PCI, enfin public cloud, tout ce qui est tout à fait normal, et on vient importer ça du coup dans les services database. Donc j'ai pas encore forcément de date à vous donner, mais ça arrive et on a entendu vos demandes et ça arrive très prochainement. Donc ça nous permettrait d'avoir une offre avec un sizing de CPU et de mémoire qui pourrait être adapté en fonction avec un volume de stockage Exactement, ouais. par l'utilisateur. C'est ça, en fait on vient décorréler le compute du stockage. Donc bien sûr vous allez avoir un stockage minimum selon le compute, mais à partir de là vous pourrez un peu mettre le curseur là où vous avez besoin de votre stockage. Pour des applications qui ne demandent pas forcément beaucoup de compute mais beaucoup de stockage, c'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin d'acheter, de prendre des grosses instances pour avoir beaucoup de stockage. Donc ça, pareil, c'est spécifique MongoDB. Ça, c'est spécifique MongoDB. Après, ça va aussi arriver sur les autres engines à peu près dans la même période, dans tous les cas. D'accord, très bien. En parlant d'engine et de MongoDB, qu'en est-il de MongoDB 6? Est-ce qu'on en parle ou pas? C'est quoi le... Alors, MongoDB 6 a été release du coup en juillet par MongoDB. On travaille dessus, bien sûr. On essaye de faire en sorte que ça arrive le plus vite dans vos mains parce qu'on sait que vous aimez avoir les dernières versions, pouvoir jouer un peu avec. Et du coup, on travaille dessus et ça devrait arriver dans les prochaines semaines, on l'espère. Ok. Bah super, bah pour moi ça... Après, tu avais peut-être d'autres choses à nous dire Ouais, sur... tout à fait. Vas-y, tu as la parole. Un truc également sur lequel on travaille sur MongoDB, c'est les nœuds analytics. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud analytics? C'est un nœud qui va être ajouté à votre cluster et qui ne va pas faire partie des nœuds qui peuvent être élus en tant que primary. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire d'écriture dessus, c'est que de la lecture. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui vont faire de l'analyse de données, etc. Ils vont avoir leur nœud dédié avec le compute qui va être dédié à faire de l'analytics. Et ils ne vont pas avoir à se soucier, est-ce que ce nœud-là est en écriture, est-ce qu'il ne faut pas que je le laisse tranquille le temps qu'il est en primary. Ok, donc ça c'est une option, on rajoute potentiellement une partie analytics à notre cluster ou Exactement, ouais. D'accord. Donc on décharge complètement la partie accès qui en général est assez intensive du besoin analytics sur des nœuds complètement distincts. Exactement. Du coup, le reste du cluster Mongo reste disponible avec les mêmes niveaux de performance. Exactement. En fait, le cluster en lui-même va rester performant, malgré le fait qu'on va avoir des applications qui vont faire beaucoup de requêtes en lecture sur le nœud analytics qui est un peu à côté par rapport au reste. Okay. Dans les nouvelles également, et là c'est pas forcément spécifique à MongoDB, c'est plus en général sur les produits Cloud Database, c'est l'intégration dans le provider Terraform OVH Cloud. Donc on a commencé à faire les travaux, on a un peu les briques de base, on continue à y travailler et dans quelques semaines on devrait être en mesure de vous faire un nouveau live avec Olivier. C'est ça. Bah, je vais rebondir vraiment là-dessus sur la partie Terraform parce qu'on a la chance, on a Aurélie Vache chez nous qui nous a fait un super gros travail en fait sur du dépoussiérage et de la mise en place de plein de nouveautés sur notre provider Terraform. Donc je vous invite à aller le voir. On va envoyer le lien bientôt pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc il y a une partie pour l'instant qui intègre la base de données et du coup on va commencer à faire des choses vraiment sympas.
avec Terraform. Je sais qu'il y a des fans de Terraform sur le channel. Et là, c'est vraiment vitesse supérieure là-dessus. Donc ça, effectivement, comme tu en parlais, le 15 septembre, jeudi 15 h, on sera là et on parlera de Terraform, de base de données et pourquoi pas aussi d'intégrer ça dans des petits environnements, des use cases un petit peu pratiques autour de Terraform et ce que ça nous permet de faire. Donc à suivre, et ça c'est vraiment une grosse nouveauté. Et puis aussi la possibilité de faire du private router sous OpenStack, mais ça c'est un petit kiff perso. Tu voulais parler aussi des cross-service intégration. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est les cross-service intégration? Typiquement, M3DB, c'est une base de données qui permet de faire je ne vais plus retrouver le nom. Des timestamps. Des time series, merci. Ouais. Donc, typiquement, stocker vos métriques. L'idéal, en fait, les cross-service integration, ça vous permet d'aller stocker les métriques de vos autres services de DB dans votre service M3DB, automatiquement. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui en prod, on ne l'a pas encore intégré au manager, donc si vous voulez vous faire un petit kiff et aller jouer avec l'API, c'est disponible. Pareil, on espère intégrer ça dans le manager très vite. Donc ça marche avec M3DB pour stocker vos time series de l'intégralité de tous vos services de base de données, à part MongoDB malheureusement. On travaille dessus bien sûr. Et également avec OpenSearch qui lui va permettre de stocker vos logs de vos services de base de données également. Aujourd'hui on propose déjà d'aller voir ces metrics. On peut aller faire un petit tour rapidement dans le manager. Le souci, comme vous le voyez, c'est que c'est pas forcément... c'est une interface web, ça marche bien pour jeter un petit coup d'œil, mais on peut pas vraiment les diguer. L'avantage avec les intégrations, c'est vraiment on va voir l'intégralité de ces métriques qui vont être stockées, et y compris pour les logs. Là où aujourd'hui on affiche les 1000 derniers logs, avec une intégration OpenSearch, vous aurez l'historique complet de vos logs dès que l'intégration est faite en fait. D'accord, donc M3DB, OpenSearch, une stack vraiment d'observabilité. Exactement. Complète, ouais. Et après, bien sûr, si vous voulez voir, si vous voulez faire un peu si vous voulez faire des graphes, etc., vous pluguez un Grafana là-dessus et puis c'est parfait quoi. Super. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de nos petites nouveautés. Moi, je voulais rajouter dans les nouveautés quand même, c'est ce studio. En fait, là, on l'innove, c'est une première. Je voulais remercier Gabriel en fait qui nous a monté tout ça, qui nous a fait la formation. Donc maintenant, je trouve qu'on a des belles lumières, ça permet de nous mettre en valeur, on a des beaux visages, donc autant que vous en profitiez. Ça c'est sympa, je pense qu'on va revenir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Pour la suite, ça peut être intéressant que vous alliez voir notre roadmap. Donc, vous savez que notre roadmap est public. Donc on va vous envoyer le lien, voilà, c'est fait. Donc vous pouvez voir ce qui est en cours, vous pouvez soumettre aussi, proposer des choses, et donc ça va permettre de voir un petit peu l'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va très vite et on va essayer vraiment de produire de plus en plus des petits lives comme ça pour vous mettre à jour, pour se tenir informé, parce que ça va très vite vraiment, et c'est super chouette. Dernier petit truc, donc on va terminer là-dessus en vous remerciant. Pour les prochains lives, ce qui est prévu pour l'instant est connu, donc le 15 septembre, jeudi à 15 h, donc on se retrouve avec Bastien pour parler de Terraform plus en détail. Le 22 septembre, juste la semaine d'après, nous allons parler Object Storage parce qu'il y a énormément de nouveautés encore dans ce domaine-là. Pour nous, c'est terminé. Bastien, merci beaucoup. Merci à toi. Stéphane, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci à vous d'être là. Je voudrais remercier la régie qu'on a Stéphane et Horatio qui sont là et vraiment merci tout plein. Et je vous dis donc pour l'instant au 15 septembre ou peut-être avant, restez informés au cas où. Merci, au revoir. Merci. Merci.